Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment sont représentés, quand ils le sont, les personnages LGBTQI+, et les personnages non blancs dans les albums jeunesse. C'est le sujet de 2 livres que publie coup sur coup Sarah Guélam. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, expo et programme Histoire de l'art autour d'Auguste Herbin, peintre français du XXe siècle, auquel le musée de Montmartre consacre une exposition. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. On entrouvre les portes de la librairie pour découvrir la collection des Birthday Books de Frédéric Tadei chez Grasset. Et puis on poussera résolument les portes de la librairie pour y retrouver notre libraire jeunesse et chroniqueuse Célie Luton et ses conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. La littérature jeunesse est-elle peuplée uniquement de personnages blancs, hétérosexuels et de familles traditionnelles? Alors pas uniquement, mais très majoritairement. C'est ce que montrent les 2 livres que publie notre invitée, mais elle fait mieux. Elle nous invite à découvrir la minorité d'ouvrages qui, eux, s'intéressent aux LGBTQI+, et aux non-blancs. Sarah Guélam, bonjour. Bonjour. 2 livres donc, où sont les personnages d'enfants non-blancs en littérature jeunesse? Le voici, c'est le petit livre rouge. Et nous avons le petit livre bleu où sont les personnages LGBTQI+, que vous avez écrit avec Spencer Robinson. Les 2 sont publiés par la jeune maison On ne compte pas pour du beurre. Un mot d'ailleurs sur l'histoire de cette maison dont on a déjà accueilli quelques autrices sur ce plateau. Bien sûr, elle a été fondée par 2 mamans qui ne trouvaient pas d'album qui représentait leur famille. Il y avait des albums qui expliquaient... 2 mamans d'un même enfant. C'est ça. Voilà. 2 mamans d'un même enfant. Pas 2 mamans, voilà. Pas qui font partie de la même école. 2 mamans qui ont un enfant ensemble. Il y avait des albums qui expliquaient que c'était possible d'avoir 2 mamans, qu'est-ce que ça voulait dire, mais il n'y avait aucun album où les 2 mamans étaient simplement représentées. Leur famille, dans leur quotidien, des aventures de littérature jeunesse comme on en connaît. Il n'en existait pas, c'est comme ça qu'elles ont fondé la maison édition de Combat pour du beurre. Vous avez fait un travail de recensement extrêmement impressionnant, un peu déprimant aussi. On arrive à un taux assez dérisoire d'ouvrages qui présentent des personnages, soit LGBTQI+, soit non blancs, autrement que pour dire qu'il y a un problème. Alors, du coup, je suis doctorante en sociologie et moi, je le vois comme un moyen d'assesser un problème pour pouvoir avoir une prise dessus. Quand j'ai écrit Où sont les personnages LGBTQI+, les directrices de la maison, qui par ailleurs sont expertes, elles ont monté cette maison en connaissance de cause d'un manque de représentation, ça leur a permis de vraiment visualiser les problèmes. Un espèce d'état de santé des représentations en littérature jeunesse. Donc je vois comme une première étape. Un premier livre avec des personnages lesbiens, lesbiennes en l'occurrence, est pourtant paru aux éditions des femmes en 1977. On peut leur dire bon anniversaire aussi d'ailleurs, elles ont 50 ans les éditions des femmes cette année. Donc quand même, il y a eu des choses, on va pas dire qu'il n'y a jamais rien eu. Non, il y a eu des choses. Par ailleurs, les presses féminines, les presses féministes de la fin du XXe, c'est un espace très particulier. Vous dites le premier dans les années 70, c'est vrai. Par ailleurs, il y a eu un grand... Je le dis parce que je vous ai lu. Hein. Je ne veux pas. Il y a eu, par ailleurs, il y a eu un gros blanc entre les maisons d'édition engagées des années 70 et la production actuelle. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que le titre d'après, ça doit être dans les débuts des années 2000. Ah oui, il y a un léger trou de 30 ans, effectivement. J'ai cité les éditions On ne compte pas pour du beurre. Il y a aussi les éditions Talent Haut qui reviennent souvent. Un petit mot quand même pour dire aussi... Alors, les éditions Talent Haut, c'est la première maison d'édition jeunesse féministe. Elle a été fondée dans les années 2005 avec l'idée de questionner les stéréotypes, de bousculer les idées reçues. Et alors dans mes travaux, mais c'est aussi le cas de Spencer Robinson, avec qui vous avez travaillé. Quand on dit il manque certaines représentations, la première réponse qu'on dit c'est non, mais pas dans ces maisons-là. C'est pas impossible. Vous dites qu'il n'y a pas d'album avec des familles homoparentales de façon complètement banalisée. C'est pas possible. Vous êtes sûr que vous n'avez pas cherché du côté talent. Et ce qu'on montre dans ces 2 ouvrages-là, c'est que les représentations qui manquent, elles manquent partout. Autant dans les grosses maisons que dans les maisons engagées. Alors, ce qui est important dans votre discours, si je vous ai bien lu, c'est de dire qu'en fait, quand on représente des enfants ou des familles dans ces situations-là, je mets tout en bloc, hein, c'est très souvent pour inviter à la tolérance, ce qui est plutôt bien, hein, mais c'est jamais dans une situation
lambda, une situation banale. Ils ne sont jamais traités comme des personnages comme les autres. Donc si on montre un enfant noir, pour le dire très clairement, il y a de fortes chances pour qu'il soit victime de racisme et que l'objet du livre soit de nous dire que le racisme, c'est pas bien. Voilà. Et c'est bien de faire ça quand même, mais ça ne banalise pas, ça n'inscrit pas dans une réalité. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un ensemble de représentations, il n'y en a aucune qui sont à interdire, mais elles ont toutes leurs limites et elles permettent toutes des choses différentes. L'apprentissage à l'altérité pour un enfant blanc, ça permet effectivement uniquement ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la banalisation des représentations minorisées, c'est quelque chose qui était encore assez marginal, alors même que ça concernait plus d'enfants. Pareil pour les familles lesbiennes, pour les gays. La transidentité, alors ça, vous dites que si elle est explicitement nommée à l'intérieur d'un album jeunesse, c'est quasiment toujours pour montrer les difficultés d'être trans et pour montrer aux autres que c'est important de les aider, de les respecter, de les aimer. Mais voilà, c'est toujours la même histoire. Alors, quand je présente l'album avec une petite fille trans qui a été publiée chez On Compas pour du beurre, je dis c'est le premier album avec une petite fille trans qui n'essaye pas de se suicider. C'est la réaction que j'ai, mais le premier album avec une petite fille trans. Ouais. Alors déjà, il y a 3 pages pour expliquer. Donc elle explique à sa nouvelle meilleure amie, je suis trans, ça veut dire. Donc c'est un livre support d'apprentissage pour les personnes qui n'auraient aucune idée de ce que ça veut dire être trans. Puis par ailleurs, il y a un moment donné où elle subit des violences transphobes, au point où on la voit de façon très dramatique près d'une falaise, prête à se jeter dans un album jeunesse. Et à la fin, elle renoue avec cette amie-là. Et la morale, c'est il y a quand même des gens qui l'aiment malgré le fait qu'elle soit trans. On ne ferait jamais ça pour un enfant non trans, on ne ferait jamais ça dans la littérature jeunesse pour... Non, je pense que des envies suicidaires dans un album jeunesse, c'est... Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mon sujet de recherche, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup. Sarah Guélam, où sont les personnages LGBTQI+, en littérature jeunesse? C'est avec Spencer Robinson, où sont les personnages d'enfants non blancs. C'est en solo pour le coup, tout ça aux éditions de Compte pas pour du beurre. On vous retrouve, si vous voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Programme d'histoire de l'art aujourd'hui avec cet Anti-Sèche consacré à Auguste Herbin, peintre français du début du XXe siècle. Enfin du début, d'une bonne partie d'ailleurs en vrai. Oui, il est né à Kévy en 1882 dans le Nord et il est mort à Paris en 1960 à l'âge de 78 ans. Et à partir de ce vendredi et jusqu'au 15 septembre prochain, on a le temps, se tient une exposition au musée de Montmartre à Paris consacrée à cet artiste qui fut fauviste et cubiste à ses débuts, avant de se plonger ensuite dans ce qu'on appelle l'abstraction géométrique. Abstraction géométrique, il y a qui? Il y a Vasarely. C'est bien. Ouais. Sonia Delaunay. Absolument. Et puis Serge Poliakoff, pour ne citer que. Et Poliakoff. Auguste Herbin, qui n'est pas le plus connu des artistes peintres du XXe siècle. C'est pas l'inconnu d'un inconnu, mais c'est vrai qu'on le connaît pas. Et en fait, et pourtant entre les deux guerres, il est représenté par Léonce Rosenberg, qui n'est autre que le marchand de Pablo Picasso, de Fernand Léger, et de Georges Braque. Il a donc vraiment sa place au sein des grands artistes du XXe siècle. Auguste Herbin, si on doit se souvenir d'une chose, c'est par exemple du fait qu'il a inventé ce qu'il appelait l'alphabet plastique. Oui, c'est pas le plastique, hein, c'était le plastique au sens des arts plastiques. Oui, exactement. Entre 1940 et 1950, il crée cet alphabet plastique. Alors, c'est 26 couleurs, sont chacune associées à des formes géométriques, créant ainsi une langue nouvelle. Il peint alors ses toiles à partir d'un mot qui traduit ce nouvel alphabet. Il a écrit, comme la musique, la peinture a son propre alphabet qui servira de base à toutes les combinaisons de couleurs et de formes. C'est dans son livre « L'art non figuratif, non objectif », édité en 1949, qui est à la fois un traité de peinture et un livre mystique, parce que le vocabulaire qu'emploie Auguste Herbin a souvent rapport à la foi, à la création, à la spiritualité. Alors, ça rappelle, cette histoire d'alphabet plastique, ça rappelle... Les Rimbaud, les voyelles. Les voyelles, je m'en souviens plus. Le poème qui associe une couleur à une lettre. C'est pareil, c'est dans le même mouvement. Vous avez mentionné le fauvisme, le cubisme. On rappelle quand même un peu ce que furent ces deux mouvements. C'est les cours d'histoire de l'art. Alors le fauvisme, c'est quoi? C'est un courant qui a été très très court entre 1905 et 1910 et qui ouvre la voie à un autre courant qui est l'abstraction. Alors c'est quoi les principales caractéristiques? La couleur prime sur le dessin. On n'essaie pas d'imiter la réalité. La couleur est utilisée pour exprimer des émotions. Les contrastes sont agressifs. Il y a aussi beaucoup de tracés noirs tout autour. Les formes sont simplifiées. Et la perspective, évidemment, pas du tout respectée, voire même complètement tordue, j'ai envie de dire. Tracé noir, on pense à Matisse, mais il y a aussi André Derain. Raoul Dufy, Georges Rouault, Albert Marquet, pour ne citer encore une fois que. Auguste Herbin fut fauviste, il fut aussi cubiste. Il a tout fait. Même pré-cubiste.
cubiste en réalité. Waouh. Alors le cubisme, c'est caractéristique, les volumes sont caractérisés grâce à des formes géométriques simplifiées des cubes, d'où son nom. Les perspectives sont malmenées, les objets ou figures humaines sont représentés selon différents points dans l'espace en même temps, en une seule image. Vous voyez, c'est un peu déconstruit. Le réel est déconstruit. Les artistes cubistes utilisent de la peinture à l'huile, mais ils vont associer des objets de la vie quotidienne dedans. Des collages, des matériaux de récupération. Voilà, donc on voit des LED, des papiers collés et encore des trompe-l'œil. Ça, c'est du cubisme. Et donc là, parmi les plus connus, Georges Braque, Robert Delaunay. On j'allais dire Picasso, mais comme il a tout fait. Picasso, oui. Juan Gris, Jean Metzinger et les sculpteurs Henri Lawrence et Ossip Zadkine. Et donc, Auguste Herbin a fait partie de ces courants, mais est désormais plutôt classé parmi les peintres abstraits avec Alejandro Otero, Piet Mondrian ou Francis Picabia. Alors la Zadkine, qui est un très beau musée à Paris, rue d'Assas, dans une petite impasse. Et puis on peut, je crois, aussi citer Vera Molnar, qui aura bientôt son expo, c'est ça? Oui, qui est en ce moment. Alors, Vera Molnar, qui est décédée en décembre dernier, donc c'est vraiment très contemporain. Et aujourd'hui, le Centre Pompidou à Paris consacre une rétrospective jusqu'en août prochain. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré? Oui, avec plaisir. On retourne en littérature jeunesse avec Sarah Guélam. C'est le jour de la littérature jeunesse. Ensuite, on aura la librairie en fin d'émission. Sarah Guélam. Voilà, il y en a 3, je vais me faire un éventail, d'accord? Alors, il y a les 2 que je vous ai déjà cités, à savoir où sont les personnages LGBTQI+, et où sont les personnages d'enfants non blancs en littérature jeunesse, écrit par Sarah Guélam pour l'un d'entre eux avec Stéphane Ronison. Et puis, vous dirigez cette collection et vous avez rajouté où sont les albums jeunesse anti-sexistes, et cette fois, c'est de Priscille Cross. C'est votre co-auteur Spencer Robinson qui le souligne. L'homosexualité, elle apparaît aussi souvent comme un secret dans les livres. C'est pareil, c'est jamais une évidence, c'est un truc qu'on va cacher. Oui, c'était important de faire la différence entre les différentes lettres parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. LGBTQI+. Voilà. Exactement. Il y a peu de représentation de lesbiennes enfants. Il y a L'amoureuse de Simone chez On ne coupe pas pour du beurre. Il y a Philomène même chez Glénat qui n'est plus disponible. Il y a des représentations d'enfants gays, ou en tout cas d'enfants dans des relations homosexuelles, mais elles sont toujours problématiques. Donc c'est un secret à cacher, c'est un secret à avouer, c'est un secret qui se dévoile et ça pose des problèmes vis-à-vis des parents. Donc voilà, être gay n'est jamais une joie, être amoureux d'un garçon n'est jamais une joie. Ouais. Ceci étant, quand on écoute des témoignages ou quand on lit des récits de jeunes ou moins jeunes homosexuels, l'épisode du coming out, la rupture du secret, souvent ça reste quand même un moment extrêmement intense, parfois extrêmement grave. Donc c'est un peu logique aussi que la littérature jeunesse s'en empare, non? Ah oui, par ailleurs, il y a un intérêt à aussi représenter des récits joyeux, parce que ça peut être effectivement compliqué, douloureux, mais il y a des coming out qui se passent bien, même si ça passe par une phase qu'on appelle le placard, où on n'ose pas l'avouer. Parfois on le dit et tout va bien. Et dans la littérature jeunesse, ça va toujours mal. C'est le défilé, écrivez-vous, des princesses, fées et chevaleresses lesbiennes. Il y en a plein maintenant, enfin plein. En tout cas, il y en a plus qu'avant. On pourrait se dire tant mieux, ajoutez-vous, mais en fait, pas tant que ça. Oui, en fait, pas tant que ça, parce que c'est à regarder, encore une fois, au regard des représentations qui sont disponibles par ailleurs. De se dire que les seules représentations lesbiennes dans les albums jeunesse, c'est dans un contexte merveilleux, c'est se dire qu'il faut absolument mettre de la distance et qu'il est impensable d'avoir une lesbienne dans un contexte réaliste. Et qu'une lesbienne, c'est aussi réaliste qu'une princesse, une poule rousse. La petite poule rousse. Les princes gays, en revanche, il n'y en a pas. Non, il y en a un. Pour dire que le fait qu'il y ait une surreprésentation de personnages merveilleux lesbiens dit quelque chose de comment on voit les lesbiennes. Comment on voit les lesbiennes par rapport à comment on voit les gays. Vous déplorez dans l'ouvrage l'absence de lesbiennes âgées, mais en fait, c'est vrai de l'album jeunesse en général. Il n'y a quand même pas beaucoup d'adultes sans enfants dans les livres jeunesse. Alors oui, mais il y a des grands-parents. C'est vrai. Même s'ils ne sont pas au cœur de l'album, il y a des grands-parents. D'ailleurs, là, l'album avec un personnage lesbien âgé, c'est un panorama de famille et c'est un petit garçon qui fait l'inventaire de sa famille. Et il y a une grand-mère. Ah, c'est vrai que elle vit avec une femme depuis très longtemps. J'ai 2 mamies. Et cette représentation-là, effectivement, elle est très rare et elle est importante parce que ça permet de se dire c'est possible en fait de vivre longtemps. Vous dites que vous avez traité chaque lettre de LGBTQI. Il y a des lettres où ça va quand même très très vite. B, par exemple, à partir de B, en fait, ça se raréfie sérieusement. Alors, B, le fait est que dans les albums jeunesse, par exemple, LGBTQI+. Bisexualité, il n'y en a pas beaucoup. Les trans, pas des masses. Ah, oui. Queer non plus. Alors, pour bi, c'est que le mot lesbien n'apparaît jamais.
C'est ça. C'est moi qui, à partir d'un album, définis une relation comme étant lesbienne. En réalité, je ne sais pas quelle est l'orientation sexuelle de ces personnages. Peut-être que tout le monde est bi, mais les albums où on voit un personnage avoir des relations avec le genre opposé et avec le même genre, il n'y en a qu'un. Parce qu'en général, l'album est centré sur un petit moment. Mais le mot bi est aussi peu présent que le mot lesbien. Parfois, les auteurs ou les autrices laissent des indices. Vous dites, quand j'explique à mon père que La Reine des Neiges 2 a une scène lesbienne, il me dit « Les lesbiennes, vous êtes pires que nous les juifs, vous êtes persuadés de vous voir partout. » C'est quoi cette scène? Alors, dans La Reine des Neiges 2, il y a une scène où on la voit, alors je me souviens plus du nom, mais il y a un peuple qu'on comprend être autochtone. Et il y a une petite scène qui ressemble à la rencontre entre Anna et son amoureux. Et on attendait à ce qu'il y ait à un moment donné un moment amoureux qu'il n'y a pas eu. Alors, si on regarde un peu ce qui s'est passé du côté de Disney, on comprend qu'il y a eu du côté de Disney une demande d'effacement de tout personnage queer. Mais oui, j'essaye en tout cas de prendre des outils de théorie littéraire pour expliquer que un texte lesbien, c'est pas forcément uniquement les textes où il y a des scènes explicitement lesbiennes. C'est ça. Et puis alors, parfois, il y a des indices. On avait reçu, nous, Anne-Fleur Multon, pour parler de son casse-noisette. Oui. Et vous avez repéré une boîte qui était de nuit, un club, qui était mythique au début des années 2000 à Paris, le Pulp. Oui, exactement. J'ai demandé, puisque du coup, j'ai eu l'occasion et je l'ai reconnu et c'était effectivement voulu. Et là, c'est vraiment un sous-texte. Elle a fait ses illustrations. Reconnaissez qui voulait reconnaître. Donc, il y a quand même des petits signaux qui viennent se glisser. Il faut avoir l'œil quand même sacrément avisé. Alors, oui, après, il y a des choses qui sont plus faciles à repérer. Par exemple, la violette, c'est un signe lesbien qui est plus connu. Parce que c'est la couleur, signe de reconnaissance. Ah non, la violette. Non, la fleur. D'accord. La fleur, la violette. Je pensais au violet des manifestations féministes. La fleur violette, c'était un moyen de reconnaissance entre lesbiennes. Et par exemple, dans La Belle et la Bête, avant qu'il y ait contact entre les personnages, on voit un vitro avec une violette. Donc il y a des signes et dans l'illustration et dans le texte d'un lesbianisme qui, par ailleurs, à la fin du conte, il y a un bisou. Donc il y a une scène explicitement lesbienne, mais c'est ce que je dis dans le livre. Avant cette scène explicitement lesbienne, il y a des signes. On se retrouve, Sarah Galam, si vous le voulez bien, juste après la récré pour continuer à parler de ces questions de représentation dans la littérature jeunesse. Cécile Fournier. Joyeux anniversaire, nous sommes le 15 mars, mon cher Emmanuel. Adorable, ça, c'est de la part de toute. Je sens qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Toute l'équipe. Il y en a beaucoup. Merci en régie, merci. Joyeux anniversaire. Donc il y a pas. Sarah, désolé, vous êtes associé à un truc, je ne savais pas. Voilà. Ça me va. Donc nous sommes le 15 mars, c'est votre anniversaire. Ouais. Donc on ne fait pas la chronique. Non, laissez tomber. Alors vous, qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars 1969? Eh bien, pendant que vous poussiez votre premier cri, Le Monde, je cite Le Monde parce que vous êtes très attaché au journal, consacré un article à la réforme des lycées, mais aussi on y parle du succès. Vous voyez, ça a fait de moi un journaliste d'éducation. Évidemment. C'était le succès de la mission Apollo 9. Ouais. Comme vous êtes une fusée, tout va bien. Et puis aussi un projet de loi, on sent les prémices de mai 69 évidemment, des actions à l'égard des étudiants qui troubleront l'ordre public dans les universités. Donc je vous ai préparé un petit quiz que j'ai appelé sobrement « Cela s'est passé un 15 mars ». Je déteste. Lumière. Alors j'ai fait beaucoup de morts, je suis désolée. Quel célèbre général meurt un 15 mars assassiné sous le portique de Pompée? L'Antiquité romaine, j'y connais rien. C'est Jules César. Ah, c'est César, c'était un 15 mars. Ah oui, les Ides de Mars. Les Ides de Mars, bien sûr, c'est le 15 mars. Et cela s'est passé un 44 avant Jésus-Christ. Absolument. Autre question, autre décès célèbre, je suis désolée, c'est toujours un 15 mars. Quel célèbre armateur est mort le 15 mars 75 à l'âge de 69 ans à Neuilly-sur-Seine? Onassis. Oui, il n'y en a pas beaucoup des armateurs qu'on connaît quand même. Enfin bon, si. Bah si, non, vous auriez dit armateur grec à la limite. Voilà. Et un peu d'anniversaire. Aujourd'hui, on fête également les 30 ans d'un célèbre footballeur français, pour l'instant un petit peu au chômage. Alors là. Un footballeur français au chômage. Ah bah Pogba. Oui, bah ouais. Un point, qui vient d'être suspendu, 4 ans, testé positif à la testostérone. Et on termine avec le dicton du jour. J'aime bien, j'ai l'impression. Vous savez plus quoi faire, je vous ai coupé la chic. Ouais. À la mi-mars, le coucou est dans l'épinard. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Oui, moi aussi. C'est très bizarre comme... Eh bien, l'épinard ici est une plante officinale dont le coucou raffole au printemps, car ses feuilles, un peu gluantes et odorantes, attirent les insectes qui s'y collent ou perdent de leur mobilité. Alors, à cette époque, le coucou reprend des forces pour préparer sa ponte, et donc cela annonce le... Printemps. Heureusement, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je souffle alors. Voilà, soufflez. Allez. Et voilà.
Et merci pour ce super cadeau. Merci, Sarah. Eh ben, dis donc, je vais le manger. Non, non, elle veut le récupérer, ça. Pas non. Mais non, ça a l'air super bon. Non, j'adore ça. Okay. Ça ressemble un peu au Popelli, je sais pas d'où ça vient, mais j'adore. Ok, merci, génial. Les Birthday Books, un autre jour alors. Une autre fois. C'était une feinte, je me suis fait complètement arnaquer. Voilà. Grand oral, là, Sarah Guélam, merci. Un livre jeunesse, c'est politique. Faire le choix inconscient ou non de ce qui est montré, et donc de ce qui n'est pas montré, relève de la responsabilité de chaque auteur et autrice de la chaîne, et acteur et actrice en fait. Vous avez écrit actrice, mais bon bref, à l'oral je vais dire actrice et acteur, de la chaîne du livre qui participera à conduire un ouvrage jusqu'aux mains, aux yeux et au cœur d'un enfant. Voilà ce qu'écrit Elsa Kedadouche, qui est la directrice éditoriale des éditions On ne compte pas pour du beurre, en préface d'un de vos livres, Sarah Guélam. Souvent, les éditeurs ont besoin de surligner le fait qu'un livre est LGBT-friendly. Et donc ils mettent des couleurs, un arc-en-ciel, un truc sur la couverture. Il y a quand même des exceptions. Mais, et vous citez notamment un auteur que j'adore personnellement, qui est Olivier Douzou, qui avait fait un livre sur les trans, sans que l'éditeur joue du tout là-dessus, et le mot n'apparaît même pas. Donc en fait, c'est quand même possible. Oui, alors moi j'avais fait mon stage au REERG et c'est comme ça que je suis tombée dessus. Et c'était tellement peu signalé que je lui ai demandé. J'ai demandé, mais... T'as fait exprès, Olivier? Non, mais j'ai demandé. Moi, je le lis comme un enfant trans. Est-ce que je me trompe complètement? J'étais en première année de licence. Elle me dit non, c'est bien ça. Et ça a été écrit à partir de l'expérience de l'auteur. Et je pense que c'est pour ça. C'est parce que c'était un désir profond d'un parent qui voulait écrire le vécu de son enfant et que c'était pas un album à mettre sur la table pendant les mois des fiertés parce qu'il en faudrait un. Et du coup, non, il n'y a rien qui est marqué. Donc il y a à la fois l'objet livre, donc on peut mettre un petit arc-en-ciel, etc. Il y a aussi toutes les métadonnées autour d'un livre. Aujourd'hui, l'éditeur, quand il publie un livre, il rentre des informations qui après sont déversées. Ils vont servir, exactement. Et quand on fait des recherches sur Internet pour trouver le bouquin... Ouais. C'est ça se déverse sur les sites de la FNAC, Cultura, etc., mais aussi les outils professionnels. Ce qui fait que nous, libraires, si on tape album LGBTQI+, ils vont tous apparaître. Celui-ci, il n'y a pas le mot-clé. Il n'apparaît pas. Non. Parce qu'ils ne l'ont pas mis, ce mot de trans. Si on s'intéresse aux noms blancs, j'en ai un peu moins parlé jusque-là, même constat, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, les stéréotypes volent bas. Je vous cite, soyez avertis, si vous souhaitez étudier la représentation de l'Afrique dans les albums jeunesse produits en France, vous trouverez surtout des baobabs. C'était ce qu'on avait dit à Elodie Malanda, qui a travaillé sur la représentation de l'Afrique subsaharienne dans les romans, que dans les albums, il n'y avait rien, qu'elle ne trouverait pas grand-chose à étudier, parce qu'il y avait peu de représentation et surtout beaucoup de stéréotypes. Ce qui est important, et vous le dites, ça vaut, en fait, on comprend bien qu'il y a un cadre d'analyse qui est un petit peu commun dans tout ça, mais là, vous le dites en l'espèce sur les enfants non blancs, et vous dites qu'il ne suffit pas de coloriser la peau d'un personnage pour en faire un personnage non blanc. En fait, la caractéristique, c'est que bien souvent, ces enfants non blancs, ils sont montrés dans des contextes publics, rarement chez eux, rarement dans leur vécu. Oui, ce que j'ai montré, parce que du coup, pour vous dire un peu d'où j'ai écrit tout ça, donc je suis doctorante et l'ensemble de ces 3 titres ont été écrits à partir de travaux déjà soutenus. Donc mon mémoire de master, le mémoire de master de Spencer Robinson et Priscilla Cross est en fin de thèse. Donc ce constat, je l'ai fait dans mon mémoire qui compare mon corpus à une autre analyse de corpus de 1980 à 2010. Moi, je travaille sur 2010 à 2023. Et c'était déjà le constat des autoristes de cet article-là, de dire que l'ensemble des personnages d'enfants non blancs n'avaient pas de vécu spécifique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été écrits comme des personnages non blancs, ils avaient simplement été colorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément spécifique, ça veut dire de religion, de culture, de référence littéraire. C'est un enfant qui passe par là et on l'a colorié. C'est ça. Il n'est pas de la couleur de la page, donc on en déduit qu'il n'est pas blanc. Vous écrivez, puisque vous parlez de votre vie et de d'où je parle, vous écrivez au passage « Je ne suis pas noire, je suis algérienne par ma mère, j'ai passé mon adolescence à brûler mes cheveux parce qu'on me trouvait plus jolie avec des cheveux lisses, je les brûlais au point de les voir tomber. Ça a été une souffrance terrible pour vous de ne pas vous voir représenté aussi dans la littérature jeunesse, ou c'est quelque chose dont vous avez pris conscience finalement plus tard? Alors je pense que c'est quelque chose que j'ai pris... Je vais pas. Vous avez pris conscience plus tard? Alors, petite, on lisait pas beaucoup d'albums, on lisait beaucoup de contes. D'accord. Et beaucoup de contes qui venaient du Moyen-Orient. Donc c'est pas un ressenti que j'ai eu enfant. Parce que les histoires qu'on m'a racontées, c'était des histoires où justement j'étais représentée. Vous étiez là? C'est plutôt quand j'ai commencé à être libraire que je l'ai vu, parce que j'étais en incapacité de fournir ce dont avaient besoin les parents qui venaient vers moi. Et des parents d'enfants comme vous étiez vous, en fait, et qui disaient bah, « vous avez quelque chose ?» Oui, bah non, j'ai pas grand-chose.
Bon, heureusement, on ne compte pas pour du beurre. Il y a quand même une édition jeunesse qui semble faire plutôt des efforts, malgré tout. On va encourager, c'est pas une émission que négative, des efforts qui peuvent exister, même s'ils sont patos et maladroits par moment. Et puis surtout, vous dire que si le sujet vous intéresse. Et alors surtout, si vous êtes professionnel, parce que je l'ai dit en tout début d'émission, mais la principale, enfin une des grandes richesses en tout cas de ces ouvrages, c'est le corpus. C'est que vous citez énormément d'albums, donc il y a plein d'idées de lecture et il y a plein d'idées d'ouvrages à partager. Cécile, merci beaucoup, merci pour ça, mais je veux dire, c'est pas raisonnable du tout, il fallait pas. Sarah, vous restez avec nous. On va pousser les portes d'une autre librairie, celle de Célie Luton. Voilà, on passe décidément cette émission dans une librairie, ce qui me va aussi très bien pour mon anniversaire. Sarah, vous avez été libraire. Célie, vous êtes libraire et vous êtes chroniqueuse dans cette émission. Aujourd'hui, on parle de poésie, car le Printemps des poètes se déroule en ce moment. Ça a commencé le 9, c'est jusqu'au 25 mars, manifestation nationale, internationale même, qui a pour vocation à sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. On commence avec Au bois fleuri, texte de Karen Jameson, illustré par Marc Boutavant, qu'on avait reçu d'ailleurs, Marc Boutavant ici. Oui, à plusieurs reprises. Le grand Marc Boutavant, je vous laisse ouvrir. J'ouvre. Ces merveilleux albums. C'est fini l'hiver, ça y est. Le printemps a pointé le bout de son nez, que c'est beau, que c'est magnifique. Vous allez interpeller un animal et lui dire, là, hors du terrier des lapereaux. Nez de velours et poil tout chaud, le champ de trèfle est un millefleur, il faut l'attrer, quel bonheur. Réveille-toi, ourson pâteau. Ça, c'est moi. Plus trace de neige et qu'il fait beau. Descends au ruisseau, vite, pour goûter ta première truite. C'est magnifique. Super beau. C'est pour les tout petits, ça, 3 ans. Oui, 3 ans, sans problème. Initiation à la poésie, c'est petit bijou. Les petits poèmes pour toi et moi, c'est chez Gallimard Jeunesse, c'est de Milia Pragman. Alors là, on est dans un poème, une émotion pour, à chaque fois, un enfant et un adulte. Est-ce que ce serait papy, mamie, maman, papa? On ne sait pas. Voilà, et on est toujours rassuré. Petite pintade. Ça ressemble aux pintades de Luçon, je trouve d'ailleurs, qu'on trouve du côté d'Uzès. Et très joli, très joli. Oh, petit éléphant. Petit éléphant, est-ce qu'il aurait peur? Est-ce qu'il serait triste? Chaque double page explique à chaque fois. Alors là, attention, on se trompe pas. On a parlé petit poème, mais c'est pas pour les tout petits. Parce que là, il faut quand même se poser pour que l'enfant puisse vraiment comprendre chaque strophe. Moi, je pense qu'en primaire, mais... Ça fonctionne. Oui. Voilà, comme quoi... On ne juge pas uniquement un album à la taille des textes. Il faut quand même rentrer un petit peu dans le vocabulaire. Et voilà. Et là, en 3e, décryptage en BD, c'est le nom de la collection. C'est aux éditions Le Robert, les discours les plus éloquents, illustrés par Soledad Bravi, Candice Zolinsky, Romain Boulet. Exactement. Alors là, qui n'a jamais voulu séduire, charmer, convaincre, remercier, apostropher, à la manière des plus grands qui viennent des séries? Là, vous avez un discours de Daenerys. Je l'ouvre directement, moi, à la déclaration de Cyrano à Roxane. Et dans les classiques, pourquoi pas? On a tout dans celui-ci. C'est génial, ça. Mais il y a Mad Men aussi. Oui. Il Formidable. est moderne, ce livre. On va aller vraiment parcourir le monde et les époques. C'est génial. Et alors quand on ouvre un Mad Men, par exemple, on a le contexte qui vous est expliqué. Ensuite, le pitch publicitaire de Don Draper. Pourquoi est-ce éloquent? Pourquoi une telle résonance encore aujourd'hui? Donc voilà, je vous montre un petit peu tout. Voilà. Les injustices d'une société sexiste qui nous renvoie à un autre sujet, parce que dans la série Mad Men, c'était pas mal. Alors, je ne m'éloigne pas vraiment du Printemps des poètes, parce qu'on parle de l'amour de la poésie, de l'amour des mots, les discours, c'est important. Et dans la poésie, il y a quelqu'un qui était très important. On l'appelait une illustratrice, mais elle préférait le terme d'imagière. Ah, c'est le moment de l'hommage, ça. Oui. À une grande dame qui est disparue il n'y a pas longtemps, Jacqueline Duhem. Jacqueline Duhem, oui. Elle était l'élève de Matisse. Elle s'était affranchie de lui depuis très longtemps, et pourtant, pour elle, il demeurait le patron. Elle a été aux côtés des plus grands. Peut-être que son nom ne vous dit rien, et pourtant vous connaissez ses illustrations. Elle a été l'amie de Prévert, d'Éluard et de bien d'autres. Et oui, elle avait illustré notamment en sortant de l'école. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés. Génial. Merci beaucoup, chère Célie. Vous distribuez Talent, surtout Talent, on a dit que mais on ne compte pas pour du beurre. Mais c'est ça. Mais vous ne m'avez pas laissé souhaiter le plus beau des anniversaires, Emmanuel. Merci. Quand même, c'était pas en poésie, mais quand même. De toute façon, moi je vais vous laisser, j'adore être avec vous, mais j'ai quand même un super truc à manger. Sarah, merci beaucoup. Merci. Bravo pour ce travail qui va se poursuivre, j'imagine. Merci beaucoup Célie, merci à toute l'équipe pour ce super anniversaire, et notamment au maquillage Julie Ordner, Marine Plantec pour la préparation de l'émission Le Gâteau, et qui est en régie aujourd'hui, au son avec Mickaël Fristo, à la réalisation avec Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.